podcast.fr. L'interview de podcast.fr. Bonjour, c'est Claire de podcast.fr. Chaque semaine, je décortique les secrets des podcasts qui marchent. Aujourd'hui, un premier épisode bonus avec Chloé Ancelin de Women and Podcasts. L'objectif de ces épisodes bonus, c'est donc de fournir des clés concrètes pour vous permettre d'améliorer les audiences de votre podcast et votre visibilité. Bonjour Chloé, vous êtes l'une des cofondatrices de Women and Podcasts, donc le premier réseau d'influence qui valorise les femmes dans le milieu du podcast. Vous avez créé ce réseau en 2022 avec Mélanie Vaseux et Céline Spielmaker, avec donc pour objectif de mettre en valeur les femmes dans l'audio, mais aussi de leur permettre de se rencontrer et leur fournir des ressources spécifiques. En parallèle, vous co-dirigez Madame Blackbow, une agence de stratégie de communication audio et vidéo. Et dans cet épisode, on va parler de visibilité, d'audace au féminin, de la place des femmes dans le milieu de l'audio et de comment on booste son podcast quand on fait déjà beaucoup. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené au podcast et à la création de votre agence, Madame Blackbow ? En fait, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les fonctions plutôt corpo. Au départ, talent acquisition et marque employeur. Et j'avais en fait un vrai envie de créativité. Et à la suite, donc, j'ai quitté mon job avec Céline. On se connaissait puisqu'on était amies par ailleurs. Et elle voulait monter quelque chose plutôt dans la tech. Et en fait, on s'est un peu lancé le podcast au départ un peu par hasard parce que en fait, moi j'écrivais un peu des textes et elle m'a dit tiens, ça pourrait faire un contenu. Donc au départ, c'était un projet plutôt ad hoc. Et finalement, on est tombées toutes les deux amoureuses du format, et très très rapidement, en fait, au bout de quelques mois, après avoir testé de travailler ensemble, en fait, on a lancé l'offre Madame Blackbow, donc sur du contenu audio pour les marques, une stratégie audio pour les marques. Comme elle venait d'agence et moi plutôt de grands corpos, en fait, il y avait une combinaison qui était intéressante. Et puis donc on s'est lancé là-dessus et après évidemment puisque évidemment le format a évolué, on a basculé évidemment sur la partie vidéo, digitale, enfin plus large. Donc on travaille plutôt maintenant de la création de contenu en tant que tel. On peut rentrer des fois par la podcast, mais on travaille plutôt la création de contenu et sur toute l'expérience en fait audio digital qui va l'accompagner. Donc on accompagne des clients sur leur stratégie interne ou externe et sur toute la chaîne de valeur. Et sur tout type de format aussi, des chroniques, des interviews, des reportages, etc. Comment est-ce qu'elle s'est fait la création de Women in Podcast et qu'est-ce qui vous a décidé à créer cette structure avec Mélanie et Céline ? Alors en fait, c'est parti d'un café donc en juin, puisque avec Mélanie, nous, on se connaissait à l'époque et de Nouvelles Écoutes et puis quand elle était chez Nouvelles Écoutes et quand elle était chez Paradiso. Et en fait, on se croisait dans l'écosystème et en fait, on prend un café, de manière très amicale. Et lors de ce café, je pense qu'on est toutes les deux de conviction quand même féministes, en tout cas pro-diversité. Et on s'est dit tout de suite, tiens, c'est bizarre, il y a des réseaux de femmes un peu partout, mais pas dans le podcast. Et on s'est dit, mais pourquoi ça n'existe pas en fait ? Alors qu'en fait, ça faisait sens dans le sens où en gros, en plus, dans le podcast, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont seuls, des créatrices, un peu isolées. Donc, ça faisait sens quelque part de le créer. Et en fait, je pense que, je sais pas si c'est l'âge, on s'est dit, vas-y, on tente. En fait, qu'est-ce qu'on a à perdre en fait ? On tente. Donc au départ, on n'est pas parti sur tout de suite l'association. On s'est dit tiens, on va lancer une soirée et on va voir en fait comment ça prend, est-ce que ça fait écho. Et du coup, on a lancé un peu à toutes les personnes qu'on connaissait dans l'écosystème et on a invité donc une première soirée donc fin septembre. Et en fait, les retours étaient ultra positifs. En fait, tout le monde nous a dit non mais c'est évident, pourquoi ça n'existe pas avant, voilà. Mais bien sûr, voilà. Donc on a eu le succès de la soirée en tout cas nous a conforté en tout cas dans l'objectif de le construire. Et après, on est parti directement. Donc on a embarqué Céline avec nous bien sûr, et puis on est parti. C'était en octobre-novembre. Novembre, on a lancé vraiment l'assaut, statut, et vraiment dans une structure. Et la chance qu'on a eue, parce que c'était post-PPF, et la chance qu'on a eue, c'est que très rapidement, on en a parlé
sponsors. Et tout de suite, oui. Donc en fait, très rapidement, de cette idée qui est née en juin en se disant tiens, si on faisait un réseau de femmes, etc., très vite, oui, il y a une audience et oui, en fait, il y a des sponsors qui veulent nous suivre. Sherifa de Azerion tout de suite, Jennifer de Ocha tout de suite. Enfin, voilà. Donc on a eu très vite, en fait, on a senti très vite que ça faisait sens, en fait, à plein de niveaux. Et au départ, ça a été, on va faire quelques webinars, on va faire quelques soirées. Et en fait, très rapidement, en fait, ça a grossi assez vite. Aujourd'hui, Women Podcast, c'est plus de 600 membres avec, comme vous le disiez, des très très gros partenaires, hein, donc Ocha, Acast, Azerion, Amazon Music. Ça a décollé assez rapidement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu justement comment s'est fait ce développement et cette structuration des activités et des offres que propose actuellement Women Podcast? Au départ, en fait, on avait l'idée, c'était plutôt juste pour les professionnels. On avait à destination on voulait le destiner en tout cas qu'à des professionnels. Donc au départ, on a travaillé avec Céline, Mélanie et moi. Donc on a créé un site, on a créé une offre, on s'est dit quel type de contenu. Donc au départ, c'était vraiment, on a commencé par des contacts aussi perso. Tiens, je connais tel avocate en pays. C'est ça qui va me permettre en tout cas de nourrir aussi en termes de contenu. Donc au début, on a fait quelque chose d'assez simple. On a listé l'ensemble des sujets qui nous paraissaient intéressants, à qui ça pouvait être destiné, de quelle manière. Et après, en fait, on a construit quelque part le réseau avec des gens qui nous ont rejoints dans l'équipe d'organisation, des bénévoles, où très vite, il y a quelqu'un qui nous a dit tiens, j'ai envie de vous aider là-dessus. Et du coup, en fait, on a très vite embarqué d'autres femmes du secteur sur la partie contenu. Et puis, après, les sponsors aussi. En fait, les sponsors, ils ont été intégrés aussi dans la construction. Et Amazon, par exemple, Musique, à l'époque, quand ils sont rentrés, ils nous ont dit, nous, on rentre, ok, mais on veut pas que ce soit un club fermé, justement, un petit club. On veut que ce soit quelque chose de très inclusif. Donc, on a repensé aussi toute la construction avec l'ambition de se dire, il va y avoir deux offres, une offre donc pro et une offre boost pour toutes les personnes qui font, toutes les femmes qui se lancent dans le podcast en sus de leur travail ou qui l'ont de manière accessoire. Et les pros, dans toutes celles qui en vivent en fait, mais que ce soit les créatrices, les autrices, les productrices, mais aussi, par exemple, les personnes qui travaillent en régie ou de manière commerciale. Donc, on avait ces deux points. Et après, on est parti, donc, webinar, atelier, bien sûr, soirée. Et puis après, on a cherché. En fait, on avait trois ambitions. C'était, donc, créer de la connexion entre elles. C'est des femmes qui sont isolées, entre autres. Et donc, qui se posent pas mal de questions. Donc, c'était de se faire se rencontrer, via des soirées, via des ateliers, etc. Les nourrir, donc, via du contenu soit en digital, soit en réel, mais en tout cas, soit en contenu, newsletter. Donc, l'idée, c'est de leur créer du contenu qui puisse les inspirer, les aider surtout à grandir. Et le troisième point qui était très important pour nous, c'était de leur donner de la visibilité. En fait, c'est des femmes, des fois, qui sont pas dans les écosystèmes des médias, donc qui connaissent pas forcément les codes, etc. Et donc, comment on va essayer de les pousser au maximum. Donc, à partir de ces trois objectifs, on les a déclinés après sur l'ensemble des actions qu'on a pu mener. Tout ce qui est gérant physique, donc soirée, atelier, tout ce qui est en digital, donc webinar, newsletter. On a aussi construit un Slack, un réseau où elles peuvent se parler entre elles. Et puis, évidemment, tous les contacts d'emailing, etc. Régulièrement, elles sont informées. Et après, on a construit aussi, bien sûr, toute la partie réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur la façon dont est organisé le réseau à l'heure actuelle, puisque je sais que vous vous appuyez sur des bénévoles aussi qui sont très précieuses? Donc, nous, on est donc 700 membres aujourd'hui au sein de l'association. Après, on a une organisation avec Mélanie et moi-même donc à la co-direction, avec Jeanne qui est secrétaire générale, Jeanne Kless. Et après, on a 8 bénévoles qui font partie, on dit le board, c'est plutôt en tout cas l'équipe organisationnelle qui va en fait gérer l'ensemble des actions
du réseau et répartis avec on a des personnes qui sont en charge de l'événementiel, qui vont trouver des lieux, organiser, etc., les événements. On a des personnes qui vont gérer les réseaux sociaux, d'autres qui vont travailler les contenus des webinars, des ateliers. Et en fait, on est tout en connexion tout le temps, parce qu'on a des groupes WhatsApp réguliers. Et puis on fait une réunion tout ensemble une fois par mois pour vraiment balayer l'ensemble des sujets et pouvoir agir tout ensemble. Mais c'est vrai que sans elles, impossible. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc elles sont en effet très 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 précieuses. Quels sont les plus gros freins que rencontrent vos membres justement en termes de podcasting? Ça peut être en termes d'organisation, de trouver sa ligne édito, de com, de monétisation. Quels sont les problèmes récurrents que vous entendez? Alors le gros problème, c'est la monétisation. Bon, ça, c'est le nerf de la guerre. En fait, il y a deux choses. En fait, il y a la monétisation, mais qui n'est qu'une finalité, en fait. Parce que d'abord, c'est ce qui est très difficile, en fait, dans le podcast, c'est la patience, la régularité, toutes les ressources et ce que ça nécessite derrière, en fait. Les ressources en termes de temps, des ressources en termes techniques. Donc ça, c'est quand même un premier lot de savoir, en fait, gérer son activité. Et après, c'est la monétisation. Mais pareil, la monétisation n'étant qu'une finalité, c'est comment je me fais connaître, comment j'existe dans un écosystème, comment en fait je vais mettre en avant mon contenu, comment je crée la découvrabilité de mon contenu. Donc en fait, c'est tout ce qui est lié en fait au marketing de son contenu, mais marketing de soi aussi. Et qui dit marketing de soi dit la confiance. Donc, en fait, on a évidemment l'objectif, c'est d'en vivre. Donc, c'est comment j'en vis et toutes les problématiques associées avant, pendant et après. Voilà, parce que même après, quand on commence à en vivre, c'est comment je peux en vivre sur la durée, etc. Et après, il y a toute la partie personnalité, dans le fait d'oser, d'assumer qui on est, de prendre confiance, de se dire, même si j'ai que 30 000, j'ai n'importe quoi, que 20 000 écoutes ou 15 000 écoutes, bah oui, je vais aller voir une marque et comment je vais l'approcher. Voilà, donc il y a grandir en fait, à la fois, je dirais, professionnellement dans ce qu'on délivre en termes de produits et grandir aussi en ce qu'on est individuellement. Quelles sont les différentes activités en fait pro des membres que vous avez, celles qui ne vivent pas en fait directement du podcast, et comment est-ce qu'elles s'organisent en fait pour mener à bien leur podcast à côté d'une activité professionnelle? Alors on a plusieurs types de cas. On a des cas, ce qui arrive souvent, c'est des personnes qui ont leur propre structure et qui veulent utiliser le podcast comme une voient un moyen, quelque part, de faire rayonner leur structure ou des fois leur influence quand leur structure c'est elle-même, on va dire ça comme ça. Donc c'est un moyen comme n'importe quelle marque, d'ailleurs, un moyen de communiquer, un moyen de rayonner, etc. On a des cas aussi où rien à voir avec le schmilblick, entre guillemets. Ce sont des personnes qui travaillent, alors qui sont, je sais pas moi, avocates, ostéo, infirmières, qui ont des fonctions plus classiques et qui ont un sujet qu'elles ont envie d'incarner, qu'elles ont envie de traiter à côté. Des fois, c'est connexe à leur activité, c'est proche, et des fois pas du tout. Donc on peut avoir des gens qui ont envie de parler de deuil, ou des gens qui vont avoir envie de parler de ménopause, ou je sais pas moi, de la santé. On peut avoir tous les sujets aussi, du voyage, voilà. Donc des gens qui ont envie, en fait, qui utilisent ce média pour en fait parler d'une valeur ou d'un sujet qui les touche. Donc c'est quelque chose en général de très authentique, mais qui va pas forcément avoir un rapport avec leur activité professionnelle. Donc ça, ces deux cas-là, c'est des cas assez courants. Et puis d'autres qui veulent aussi créer. Il y a beaucoup aussi de créatrices qui ont envie de soit travailler sur la fiction, soit travailler sur quelque chose de novateur, etc. Et après, on a aussi des personnes qui travaillent, mais qui ont l'ambition de basculer de métier. On a beaucoup aussi, en fait, il y a beaucoup aussi de femmes qui aujourd'hui sont dans des fonctions dans la com, dans le marketing, etc., qui
s'éclatent dans l'idée d'aller interviewer des profils, etc., et qui ambitionnent quand même de devenir soit créatrice de contenu, soit journaliste, en tout cas d'aller vers ce métier-là. Vous parliez justement d'oser aller démarcher des marques quand on a une audience qui est encore, on va dire, assez faible, même si 15 000, 20 000 écoutes, ça commence quand même à être pas mal. Justement, sur comment est-ce que vous travaillez sur cette question de la légitimité et comment est-ce qu'on peut aller convaincre une marque sur un segment d'audience qui est encore assez restreint? Alors aujourd'hui, nous, dans ce qu'on propose en termes de webinaire ou d'atelier, on n'est pas encore sur des développements personnels pour l'instant. On est plutôt encore sur quelque chose de pro. Donc on a fait évidemment tous les contenus où on peut les aider en fait à assumer leur voix, à chercher qu'est-ce que ça veut dire la monétisation, comment utiliser l'IA. Donc tout ce qui va en fait les aider à être meilleurs dans la production d'un podcast. Sur la partie marketing, on a fait des ateliers sur marketing, on a fait des ateliers aussi sur trouver un équilibre entre un enjeu business, la ligne édito. Donc pareil, c'est pour les aider. Mais sur le fait de oser, leur faire rencontrer des femmes inspirantes qui, elles, ont osé. Donc on a fait des rencontres avec Sophie-Marie Laroui, avec Clémentine Gallet, avec Corinne Bassi, etc. Mais on n'a pas encore travaillé, nous, la partie pure développement personnel. On est vraiment resté écosystème audio digital. Je pense que ça va évoluer et on a déjà des choses qui vont arriver qui seront liées, en fait, qui pourraient intervenir dans n'importe quel réseau, qui ne serait pas forcément d'ailleurs le nôtre aussi, donc qui sont vraiment liés en fait au développement individuel. Mais c'est pas encore quelque chose qu'on a, on n'a pas encore travaillé. On a fait un peu de coaching, mais assez rapidement. On l'a un peu abordé, mais on n'a pas encore travaillé de fond. Alors que je pense que pour le coup, encore plus cette année ou ces 2 dernières années où clairement le marché est assez difficile. En tout cas, il y a une vraie bataille de contenu, d'attention. Enfin voilà, c'est encore plus difficile, je trouve, d'émerger. Je pense que la question de la confiance, elle est clé. Donc, c'est des choses qu'on va travailler dans les prochains mois. Finalement, quels arguments on met en avant auprès d'une marque pour pouvoir la convaincre de nous soutenir sur une audience qui est encore assez faible? Alors, de ce qui ressort de tout ce qu'on a pu voir, etc., en fait, même si tu as une audience qui est pas trop élevée, en fait, c'est plus par rapport à qui tu te compares et qu'est-ce que tu recherches. Par exemple, si tu es sur un sujet de niche, je dis n'importe quoi, par exemple, l'autre fois, j'ai interviewé pour un portrait la personne qui fait le chantier. C'est un podcast sur toute la partie chantier que tu peux faire toi individuellement, etc. Quand tu es sur quelque chose de niche où il y a peu de concurrence, c'est plus simple d'aller voir une marque et de la convaincre parce qu'elle va toucher évidemment une audience de manière directe et même si elle n'est pas énorme, en tout cas, elle est sûre d'aller toucher l'audience. Quand tu es sur par exemple, un sujet qui est beaucoup plus large, je te parle de, je sais pas moi, sur le sport, par exemple. Le sport, il y a énormément de podcasts. Donc, c'est comment tu différencies d'aller voir une marque et si tu as beaucoup plus gros que toi au-dessus, c'est évidemment plus difficile. Mais alors, il y a déjà ça, il y a la concurrence. Où est-ce que je me place? Sur quel segment? Et avec qui je suis en concurrence? Classiquement, moi, je suis une marque, j'ai envie d'aller finalement toucher le maximum d'audience, donc ça fait sens. Après, quand tu as fait ça, il y a aussi qu'est-ce que je vais chercher, en fait? Est-ce que je vais chercher du co-branding pour un event? Est-ce que je vais chercher quelqu'un qui me sponsorise toute l'année? Donc après, tu peux aller chercher différents types de marques sur différents types de sujets. Tu n'es pas obligé d'aller chercher les grosses enseignes du CAC 40 pour ça. Tu peux aussi te dire, je vais faire un partenariat avec une plus petite marque, par contre, qui va y trouver de l'intérêt. Donc en fait, c'est plus de définir par rapport à ton contenu, qu'est-ce que tu as envie, de quelle manière tu peux le faire? Il y a plein de solutions. Tu peux faire du co-branding, tu peux faire du sponsoring, tu peux travailler par exemple un contenu en interne et après le mettre en live. Enfin, tu vois, il y a plein de. Enfin, je pense qu'il faut être assez créatif. Après, c'est sûr que si tu as zéro audience, il faut aussi. Oui. Ce que je peux dire. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de possibilités et je trouve aussi que les marques sont beaucoup plus aujourd'hui ouvertes à différents types de créateurs de contenu et même on voit tous, même sur du plus niche en fait. Et il y a plein de petits créateurs aussi qui s'en sortent
sur des sujets voilà, très précis. Tu vois, tu vas avoir un sujet voilà, sur l'endométriose, par exemple. Une marque va être intéressée parce qu'elle sait qu'elle va adresser, en fait. C'est comment tu adresses aussi, comment tu t'adresses à l'audience. Donc, c'est pas forcément simple, mais Et je c'est pense que tu peux possible. y arriver. Oui, en fait, c'est juste ouais, être créatif et avoir une vraie structure et ambition dans ce que tu veux faire. OK. Qu'est-ce que vous conseillez, en termes, de communication, notamment sur les réseaux sociaux? Donc c'est une question qui est assez vaste, mais on sait que c'est quand même un gros enjeu pour le podcast, d'arriver à produire à la fois un contenu, qui est bon, un contenu audio, mais qui de plus en plus devient un contenu vidéo et puis aussi toute la partie, communication réseaux sociaux avec plusieurs réseaux. Voilà, quels sont, un peu les conseils, les bonnes pratiques, que vous auriez? Clairement, aujourd'hui, bon, moi, je me répète, mais c'est vraiment pas nouveau, mais clairement, un créateur aujourd'hui de podcast ne peut pas se voir uniquement comme un créateur de podcast. Il est avant tout un créateur de contenu et il doit se voir comme tel. Au-delà de l'audio, il doit travailler en tout cas des formats, des assets qui vont lui permettre de participer à la découvrabilité de son podcast, parce que l'enjeu, c'est la découvrabilité et comment je vais émerger. Oui, d'avoir un compte Instagram, pardon, ça fonctionne mieux. Oui, de poster régulièrement, ça a du sens. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est comme la vidéo. Oui, ça a un sens de faire de la vidéo parce qu'aujourd'hui, en fait, YouTube devient une des plus grosses plateformes pour écouter, en tout cas, un podcast. En revanche, ça dépend du sujet. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui se prêtent pas du tout. Enfin, il y a des choses qui font sens et qui font pas sens. Il y a des sujets qui se prêtent pas du tout et qui resteront audio. Ou alors, il faut trouver des systèmes de motion, etc., pour les animer, pour pouvoir les mettre sur les plateformes vidéo. Mais oui, en tout cas, les réseaux sociaux, ça me paraît aujourd'hui inconcevable, enfin, de ne pas y être, tout simplement, et de ne pas y être de manière assidue. Pour le coup, la discipline, que ce soit pour l'audio ou la vidéo, il n'y a que ça qui marche. Hein. Enfin, Ouais, c'est parce que absolument clé, quoi. ça c'est clé. Et après, là c'est marrant parce qu'on a interviewé la directrice de la rédaction de Combini mardi dernier là, dans le cadre du réseau. Et c'était hyper intéressant d'avoir sa vision et son expertise justement sur les différents réseaux, l'impact des algorithmes. Mais oui, d'être en fait, ce qu'elle disait elle-même, c'est d'être connecté en permanence en fait à la nouveauté. Enfin, en fait, c'est ce mouvement qu'il faut un peu suivre, voilà, en permanence et quand même être connecté à ça aussi, de ce qui se passe, de comment ça évolue, des formats qui fonctionnent, tout en gardant en fait sa singularité, son authenticité. Donc c'est un équilibre qui est pas simple, je pense, à trouver et qui est aussi je pense, un peu épuisant aussi pour les créatrices de contenu, en tout cas de ce qu'on ressent nous, c'est que c'est, je ne sais pas si toi tu as la même vision, mais c'est épuisant en fait de tout le temps produire en fait, d'avoir cette régularité, cette discipline. Mais après, c'est pareil, c'est quelle ambition on a pour le projet. Ça peut être, si c'est juste un levier, par exemple, de marketing pour sa structure, bon, on peut faire aussi un podcast par mois, pas attendre autant d'écoute, et ça dépend si c'est juste, par exemple, pour trouver du business. Enfin, il n'y a pas que, le podcast n'est pas utilisé que pour faire des millions d'écoutes, Oui, en voilà, c'est fait. ça. C'est ça, Ouais. c'est un véhicule, en fait, de contenu. Et après, c'est quelle est ton ambition derrière, en fait. Ouais, c'est important d'être au clair sur ça parce qu'effectivement, on peut être beaucoup dans une course, à la visibilité, de se dire en fait, l'audience elle est pas assez importante, elle est pas assez importante, faut toujours aller vers plus et effectivement dans l'optique c'est bien, mais c'est aussi, peut-être aussi, intéressant de le relier à son objectif et de se dire que, bah, peut-être que là où on est, c'est OK et que du coup on peut progresser sans se mettre la pression parce que moi je fais quand même aussi beaucoup le constat de ça. C'est qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont très, très fatigués, qui sont épuisés, dans une production continue quoi, qui demande beaucoup de temps quoi. Qui demande beaucoup de temps, tu as raison, mais qui est en plus dans un environnement qui change tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est Instagram, faut suivre quand même. Hein. Ouais. Non, mais même LinkedIn, enfin, donc il y a ça. Donc ça, ouais, non, ça c'est, je pense que ça c'est une vraie difficulté. Comme en fait l'objectif étant quand même la monétisation ou en tout cas d'émerger, ça c'est quand même, ouais, je pense que c'est hyper bien.
Ouais, j'en discutais justement avec Anne Guéquière que j'ai reçue sur le podcast et elle disait effectivement, il y a quand même un vrai enjeu à ce niveau-là, d'arriver à se renouveler puisqu'elle dit: «Bah, en fait, là, on parle pas de se renouveler tous les 6-7 ans, mais de se renouveler, tous les 6 mois, quoi». Parce que Mmh, l'algorithme change, parce que, voilà, mmh. parce qu'il faut se mettre à la vidéo, parce qu'il faut ajuster tel ou tel format. Pour revenir un petit peu sur, la question de ce réseau, féministe. Comment est-ce que vous voyez la progression de l'égalité femmes-hommes, dans l'audio? Où est-ce qu'on en est, aujourd'hui et voilà, comment est-ce que, ça parvient enfin, comment est-ce que vous parvenez petit à petit à faire bouger un peu les lignes? Alors nous, on avait lancé, l'année dernière avec, un de nos, sponsors, donc la CPM, une étude justement, sur, la mixité homme-femme, dans le secteur, audio podcast. Il en était ressorti, des chiffres assez parlants. Pour le coup, seulement 13 des femmes étaient à des postes de direction. Aujourd'hui, nous, ce qu'on peut observer, c'est que, il y a beaucoup de podcasts sont fabriqués par les femmes. Il y a beaucoup, d'hôtes de podcasts, de journalistes, réalisatrices et cetera. Peu en fait, dirigent les studios et sont actrices en tout cas de ce qui va faire, le changement en tout cas, de l'écosystème. Donc, nous, ce à quoi on travaille, avec cette étude, donc on avait diffusé, voilà, l'année dernière. On avait travaillé avec une première table ronde justement, pour faire, émerger aussi les biais, les freins, comprendre en fait quels étaient les enjeux. On a fait aussi un atelier d'intelligence collective, donc quelques semaines pardon plus tard, donc au sein du festival La Claque pour faire émerger des solutions. Donc nous, on essaye de travailler à des solutions. Là, l'idée, c'est de les écrire, ces solutions. Mais enfin, cette avancée de la mixité, elle doit s'avancer à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un, les aider justement à grandir. Deux, en fait, travailler euh, potentiellement les postes, en tout cas, de direction. Et puis, le vrai, c'est la visibilité, en fait. C'est qu'en fait, c'est des femmes qui ne prennent pas leur place et qui n'ont pas la visibilité à la lumière de ce qu'elles font. Ah donc on revient sur l'enjeu dont on parlait au début de l'interview justement, de prendre sa place. OK. Mmh. Bah, c'est un peu, alors c'est un peu, galvaudé, mais c'est va enfin, quand on parle avec des réseaux connexes de femmes, dans d'autres secteurs, c'est vrai que c'est des choses qui ressortent, à chaque fois. C'est-à-dire que même si, il y a des freins et des biais, qui existent encore, hein, ça progresse, mais qui Ah bien existent sûr. encore, hem, il y a aussi, voilà, en fait, c'est un double effet. C'est-à-dire qu'il y a aussi nos propres freins et comment, en fait, j'impose, ce que je suis, enfin, pas j'impose, en tout cas, j'existe, à la hauteur de ce que je fais, de ce que je construis, de ce que je produis. Bah, après, il y en a plein qui, quand même, le pensent. Enfin, par exemple, dans le réseau, on a aussi des femmes qui sont à la tête de studio, hein. On a évidemment Louis Média, Calliope, voilà, il y en a plusieurs hein, qui sont voilà, des femmes à la tête, mais c'est vrai que il y a encore voilà, un peu de travail dans l'écosystème pardon, audio-digital. Hyper intéressant. Vous avez lancé en janvier, dernier, donc c'est assez récent, un programme, de mentoring assez inédit. En quoi ça consiste? Alors le mentoring, en fait, c'est une idée enfin, on en a toujours rêvé un peu avec Mélanie. Et on a Nora Issem qui nous a rejoint donc dans l'équipe board l'année dernière et qui elle avait en fait déjà enfin fait partie d'un centre de mentoring dans le club Media Club L et qui nous a proposé en fait de prendre en charge ce projet, qui a initié le projet en fait véritablement et qui a du coup construit ça pour le réseau. Donc ça a été super parce que pour nous, voilà, elle avait vraiment l'expertise et l'idée ça a été de construire au départ, voilà, un petit début de mentoring avec donc 10 personnes, donc 5 mentorés et 5 mentors. Que sont voilà des femmes qui sont des femmes voilà avec des postes clés dans le secteur audio digital pour faire grandir d'autres voilà des mentorés qui ont elles voilà besoin d'apprendre et franchement ça a été assez fou puisqu'on a eu je crois plus de 200 réponses, enfin c'était dingue, presque 200 réponses je crois, voilà. Et donc très très difficile de faire le choix. En tout cas d'être sélectionné. Il y avait tout un formulaire pour bien comprendre en fait l'idée. Enfin,
Le mentoring, c'est pas juste en fait, je trouve du boulot en fait, où je fais grandir mon podcast au niveau monétisation. Hein. C'est vraiment qu'est-ce que ça m'apporte, comment je construis. Et l'idée, c'est d'avoir des rendez-vous réguliers avec une mentor pendant 6 mois. C'est un programme qui dure 6 mois. Donc en tout cas, on est très heureuse d'avoir lancé ça. Franchement, c'est un super succès. Et puis c'est chouette surtout pour tant pour les mentorés que les mentors et hâte d'avoir le bilan du coup avant l'été là de tout ce joli programme. Merci beaucoup en tout cas Chloé pour cette interview. Donc on peut retrouver toutes les infos sur le site Women and Podcast et aussi évidemment sur Instagram et sur LinkedIn. Merci beaucoup. Merci.